On a la chance d'avoir avec nous Dr Nicolas Garrel, qui est médecin psychiatre et chercheur régulier au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Il est professeur adjoint dans le département de psychiatrie et d'addictiologie de l'Université de Montréal et professeur associé dans le département de psychiatrie et sciences comportementales de l'Université Stanford. Clinicien-chercheur, il dirige des projets de recherche portant sur des traitements novateurs pour les troubles concomitants, s'intéresse particulièrement à la psychothérapie assistée par la kétamine pour les troubles dépressifs résistants et le trouble d'usage d'alcool. Le micro est à vous. Donc, je suis content d'être là. J'étais déjà un peu stressé avant de voir ma face sur un écran géant. C'est que là, on est passé du stress un peu à la détresse anxieuse. Je vais essayer de me réorganiser. Donc, écoutez, on a beaucoup de pain sur la planche aujourd'hui. On va survoler les différents types d'interventions, les données probantes, autant au niveau des interventions psychosociales que des traitements pharmacologiques. On va essayer de comprendre les défis liés aux interventions cliniques. On en a beaucoup parlé. Donc, je veux juste commencer, puisque depuis ce matin, je pense qu'on entend beaucoup d'impuissance, de détresse par rapport au fait qu'on n'a pas grand-chose à proposer. Je crois qu'on a des données probantes, puis on a des données probantes sur des traitements, puis je pense qu'on devrait commencer par proposer à nos patients ces interventions-là. Puis on va parler de ça aujourd'hui. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc la présentation, c'est basé sur différents types d'outils, de guides, une recension de la littérature où je suis passé à travers, en effet, différents outils cliniques, dont, par exemple, le Substance Abuse and Mental Health Services Administration, qui est un guide de pratique qui a été fait par des experts. La présentation est beaucoup basée sur le nouveau guide de pratique de l'ASAM, donc le American Society of Addiction Medicine, conjointement avec le American Academy of Addiction Psychiatry, puis d'autres types de sociétés puis de collèges scientifiques ont endossé le projet. C'est vraiment probablement le guide le plus exhaustif où les experts se sont vraiment mouillés en donnant des recommandations, en parlant du niveau d'évidence. Puis je vais vous présenter, parce que même si ce n'est pas un guide canadien, on n'a pas encore de guide canadien, puis c'est celui qui est probablement le plus proche de notre pratique. Il y a d'autres types d'outils qui ont été faits au niveau des Nations Unies en 2019, encore une fois, des perspectives d'experts. Il y a eu, puis on en a parlé à la période de questionnement, il y avait eu un premier travail pendant le COVID là, au niveau de la Colombie-Britannique qui parlait d'approvisionnement plus sécuritaire, le safe supply, qui est un terme que je n'aime pas beaucoup dans ce domaine, puis je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la présentation est vraiment basée sur toutes ces œuvres-là et beaucoup de méta-analyses puis d'essais cliniques randomisés que j'ai révisés. Donc, je pense que oui, les stimulants comme classe de substances, mais il faut vraiment les séparer en sous-types, donc le trouble d'usage de cocaïne, le trouble d'usage d'amphétamine, parce qu'on n'a pas les mêmes niveaux de données probantes. Puis on a, surtout au niveau pharmacologique, c'est important pour les intervenants, pour les prescripteurs, de séparer ces deux types de traitements-là quand vous réfléchissez en deuxième intention à des types de molécules que vous voudriez prescrire pour aider vos patients. Donc, je pense que c'est assez clair, peu importe ce qu'on entend à un niveau international, canadien, américain, qu'il y a un besoin urgent qu'on s'organise, que nos services de traitement ont été principalement conçus, développés pour les troubles d'usage d'opioïdes et d'alcool, puis que c'est des programmes qui sont non adaptés à nos troubles d'usage de stimulants, puis qu'on a un besoin urgent, là, puis on l'entend de tous les acteurs clés, là, autant au niveau communautaire, médical, de nos traitements intégrés en dépendance, de développer des traitements intégratifs ou du moins de proposer des choses qui pourraient marcher. En ce moment, on est beaucoup dans la complexe gestion des complications médicales et psychiatriques engendrées par les troubles. On a beaucoup parlé des psychoses toxiques, les complications médicales. Donc, on traite ça, mais on traite peu le trouble d'usage en tant que tel. Donc, on a des acteurs du continuum de sévérité, comme Nadine a présenté. Dépendamment de la sévérité, on va proposer des types d'interventions selon un gradient, puis ça, c'est très transsubstance. Puis je pense qu'il faut, qu'on parle d'objectifs de traitement à un niveau clinique, comme intervenant clinicien, c'est assez clair qu'est-ce qu'on veut. C'est quoi nos objectifs des interventions cliniques? Réduire ou arrêter la consommation, améliorer la santé physique, psychologique de nos patients, augmenter le fonctionnement global, augmenter la qualité de vie, prévenir les rechutes, les surdoses, les accidents, la mortalité.
Quand vous regardez les données probantes, c'est un peu plus complexe que ça, parce que les différentes études, les différentes méta-analyses n'ont pas les mêmes définitions, n'analysent pas les choses de la même façon. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui est beaucoup basé sur des méta-analyses. Donc, les méta-analyses, c'est quoi? C'est des études où on pool ensemble, on regroupe beaucoup d'études pour essayer de tirer des conclusions globales des différentes études qui ont été faites dans le domaine. On ne peut pas comparer les méta-analyses les unes avec les autres parce que souvent, il n'y a pas les mêmes définitions de traitement. Une méta-analyse peut parler de psychostimulants puis inclure dans son analyse, par exemple, le bupropion qui est un antidépresseur, alors qu'un autre groupe ne va pas l'inclure. Donc, les méta-analyses, même s'ils portent sur les mêmes sujets, dépendamment de leur définition de traitement, leur définition des outcomes qu'ils regardent, par exemple l'abstinence, si elle est définie comme 3 semaines d'abstinence en fin de traitement, à n'importe quel moment durant l'essai, ça va changer les données, puis ça va changer les résultats qu'on a. Donc, je vais essayer de tout regrouper ça aujourd'hui, puis c'est un survol rapide d'un domaine très complexe. Donc, je vais essayer de vous donner les grandes lignes. Donc, avant même de parler de traitement, on commence par une évaluation médicale, une évaluation psychosociale qui est importante, qui doit être complexe. On recherche des comorbidités puisque les comorbidités vont influencer nos choix de traitement puis qu'est-ce qu'on devrait prioriser. Le TDAH est un bon exemple. Et en effet, dans les lignes directrices de la SAM, ils sont assez agressifs dans ce qu'ils recommandent au niveau du traitement pharmacologique du TDAH qui est comorbide ou trouble d'usage de stimulants. Donc, c'est là où vous voyez qu'avoir une bonne compréhension psychiatrique de notre patient va influencer qu'est-ce qu'on va proposer. Même chose au niveau médical. Les stimulants ont un tropisme toxique cardiaque qui est beaucoup plus important que beaucoup de nos substances. Donc, on a des patients très jeunes qui ont des insuffisances cardiaques carabinées, des fractions d'éjection effondrées. Ça va vraiment changer ce qu'on peut proposer ou pas, encore une fois, comme traitement. Les lignes directrices puis tous les rapports d'experts se penchent sur toute cette utilité, les limites des dépistages urinaires, avec tout ce que ça représente aussi émotionnellement, philosophiquement, éthiquement. Ils se positionnent en disant il faut faire des tests urinaires si ça va changer les décisions cliniques. On a parlé là, de contamination de nos marchés illicites. Donc oui, nos stocks de méthamphétamine sont de plus en plus coupés avec des drogues comme le fentanyl, des opioïdes. Nous, on a des patients qu'on rentre à l'interne pour faire des sevrages de stimulants. Finalement, on a des genres de sevrage mix où il y a vraiment des symptômes classiques de sevrage d'opioïdes. On fait des tests urinaires puis ça sort positif. Donc, les patients ne savent même pas qu'ils sont dépendants physiologiquement. Puis ça peut influencer aussi qu'est-ce qu'on va proposer. On ne proposera pas de l'analtrexone à quelqu'un qui est dépendant aux opioïdes. Donc, il y a des utilités à faire des tests urinaires quand ça change la décision clinique. On a parlé là, des ITSS, Nadine a parlé là, de cette recrudescence de VIH. Il y a vraiment une pratique sexuelle à risque associée aux stimulants. Le chemsex, on en parle de plus en plus. C'est un phénomène qui est mondial, qui est planétaire. L'INSPQ au Québec est en train de travailler sur un guide des meilleures pratiques en santé publique autour du chemsex parce qu'on a une recrudescence vraiment là, de maladies transmissibles sexuellement via ces pratiques-là. Donc, dans notre évaluation, c'est toutes des choses qu'on a en tête. Parlons des approches. On va commencer avec les approches psychosociales avant de passer aux approches pharmacologiques. Donc, dans les principes généraux, on l'a beaucoup entendu, là, puis on entend beaucoup surtout de notre milieu communautaire, il faut minimiser les obstacles à l'initiation, à la poursuite de nos traitements. Il ne faut pas attendre que notre psychologue soit disponible pour faire 16 séances de TCC. On commence à offrir tout ce qu'on peut rapidement. Puis, je pense qu'il faut offrir une gamme étendue de composantes thérapeutiques en même temps. Vous allez voir que dans les évidences, on a une efficacité limitée de nos approches individuelles, puis on a des données probantes qui commencent à nous montrer que combiner différents types d'approches, on aurait des meilleurs résultats. On fournit nos interventions de traitement dans différents milieux, puis je pense qu'on doit avoir une approche qui est plus concertée, puis qu'il faut qu'on ait des canaux de communication qui sont plus développés que ça, parce qu'on a effectivement énormément de pertes, de difficultés avec la rétention au traitement. Il se positionne aussi en disant, les soins ambulatoires sont les formes les plus bénéfiques d'approche du rétablissement, puis on n'a pas beaucoup de données, voire quasiment une absence de données des programmes résidentiels en troubles d'usage de stimulants spécifiques. On peut tirer des résultats par rapport aux programmes résidentiels dans d'autres types de substances, mais c'est assez limité. Donc, les approches psychosociales, Nadine en a parlé, ça c'est un Cochrane Review qui a été fait en 2024, où on comparait tous les traitements psychosociaux ensemble versus ou bien une absence de traitement ou un traitement usuel. Quand on compare ça
à une absence de traitement, on démontre, c'est là que les signaux sont les plus importants, à une réduction des taux d'abandon prématuré, donc une augmentation de rétention au traitement, puis qui pourrait potentiellement favoriser des périodes d'abstinence plus longues pendant le traitement. Quand on compare ça à des traitements usuels, c'est pas mal juste le taux de rétention qu'on garde. Puis ça, je vous dis, c'est quand encore on met toutes ces approches-là ensemble. Puis Cochrane dit dans la conclusion de cette étude-là que quand même l'approche par contingence semble être l'approche avec le plus de données. Très peu d'effets sur l'abstinence continue à long terme, ainsi que sur la réduction de l'usage. Donc, allons voir les approches plus spécifiques, qu'on les segmente les unes avec les autres. La gestion des contingences est l'approche qui a le plus de données. On a de nombreuses études de haute qualité, donc je pense que de dire qu'il n'y a rien qui marche, on a des études qui nous montrent que ça marche. Puis oui, il y a plein de problèmes au niveau de l'applicabilité, au niveau de l'acceptation, mais je vais vous montrer des données qui sont quand même encourageantes. C'est quoi la gestion des contingences? On en a parlé. C'est vraiment basé sur les principes de conditionnement opérant, donc B.F. Skinner, les premières vagues d'approche comportementale, qui dit que si on a un comportement désiré qu'on renforce, ce comportement-là va tendre à arriver de façon plus fréquente. Donc, ce qui est important, c'est que les comportements soient clairement identifiables, objectifs. Ça ne peut pas être des comportements qui sont prompts à une certaine évaluation des équipes de recherche du clinicien. Est-ce qu'il a eu son comportement ou pas pour que je récompense? Il faut que ça soit très objectif. Ce qui a été le plus étudié est l'abstinence par des tests urinaires, mais il y a aussi la présence au rendez-vous, l'adhésion à la médication. Les récompenses peuvent prendre différentes formes, que ce soit de l'argent, des prix, des bons d'échange, des cartes cadeaux. Ça, c'est une étude qui a été publiée cet été, là, où il regroupe 112 protocoles issus de 77 études qui montrent vraiment environ les valeurs moyennes qui sont données dans les études. Ça tourne autour de 128 $ par semaine pour les bons d'échange, 55 $ pour ce qui est prix argent. Puis ce qui est super important, c'est l'immédiateté de la récompense. Elle doit être vraiment associé au comportement, il ne peut pas avoir de délai. Il faut que ça soit tout de suite redonné quand le comportement est émis. Donc, vous pouvez voir déjà, il y a des complexités quand on marche avec des tests urinaires, dépendamment de nos tests. Des fois, les résultats prennent plus de temps à sortir, mais il faut vraiment que la récompense soit contingente au comportement dans l'immédiat. Avec le temps, il y a eu une extension avec des gammes un peu plus larges de mesures incitatives, surtout basées sur une acceptabilité faible des cliniciens par rapport à donner de l'argent, par rapport à des comportements, tout ce que ça représente, que ce soit de l'aide au logement, de l'accès à l'emploi, formation professionnelle qui est beaucoup moins étudiée. Puis la durée d'habitude est de 12 semaines, puis c'est la durée la plus commune. Donc, qu'est-ce que les évidences nous montrent? Puis on a des systematic reviews de méta-analyse où vraiment la gestion des contingences, en comparaison au traitement usuel, a un impact significatif sur l'abstinence à 12 semaines, l'abstinence en fin de traitement, la rétention à 12 semaines, puis la rétention en fin de traitement. Il y a peu d'effets, par contre, qui se maintiennent, puis je pense que c'est un des gros problèmes de l'approche par contingence, c'est quand on arrête de renforcer le comportement, il tend à revenir. Puis on ne peut pas être dans des approches comme ça pendant des mois et des mois et des mois. Donc, c'est probablement le plus gros obstacle. Les lignes directrices, la science se positionne vraiment en disant que c'est l'approche psychosociale qui a démontré le plus d'efficacité et que ça devrait être le standard of care, en tout cas pour les Américains. On commence à avoir des données naturalistiques. C'est probablement le seul pays où c'est vraiment appliqué, c'est les États-Unis. À grande échelle, que ce soit au niveau des vétérans, puis il y a des programmes maintenant qui sont étatiques, où ça, c'est une étude qui a été publiée dernièrement, qui est une étude de cohorte rétrospective, où on compare 1481 patients qui ont reçu l'approche par contingence versus un groupe apparié, puis des gens malades, des gens qu'on voit dans nos cliniques avec plusieurs comorbidités médicales, psychiatriques. Ils ont démontré une réduction de la mortalité autour de 41 %. Juste pour vous donner des tailles puis de magnitude d'effets, c'est ce qu'on voit avec la buprenorphine dans nos troubles d'usage d'opioïdes. Donc, une étude, il va falloir que ça soit répliqué, mais c'est quand même encourageant. Il démontrait aussi qu'il y avait plus d'hospitalisations psychiatriques dans le groupe de l'approche par contingence, mais je pense que ça s'explique par le fait qu'on voyait plus les patients, donc on voyait plus les décompensations, ils étaient hospitalisés plus vite. D'ailleurs, peut-être que les deux résultats sont liés l'un avec l'autre.
Donc, oui, c'est peu implanté à travers le monde. On parle de moins de 10% des programmes spécialisés en Amérique du Nord. Puis, il y a des défis de mise en place. Il y a des enjeux clairs d'acceptabilité au niveau des usagers, des cliniciens. Le groupe d'Australie a vraiment démontré ça par des études qualitatives. Il y a des problèmes d'acceptabilité au niveau des décideurs, au niveau de la population. Il y a des obstacles aussi administratifs. Par exemple, aux États-Unis, il y a le USA Federal Anti-Kickback Statute, qui est une règle qui réglemente de façon très spécifique qu'est-ce qu'on peut donner à un patient dans un contexte de soins ou de recherche. Donc, il y a des obstacles. Puis c'est sûr que le fait que les effets diminuent lorsque les contingences arrêtent est problématique, puisque nos traitements, ce type de traitement-là est terminable dans le temps. On entend beaucoup les gens dire « Ah, mais les coûts, ça coûte trop cher ». Il y a des analyses là, économiques qui sont favorables, qui ont été faites, qui démontrent que le coût-bénéfice pour ce qu'on peut aller chercher est très favorable, même qui compare ça à nos traitements pour le diabète de type 2 en termes de coût-bénéfice. La Californie est un des États américains où il y a un programme d'approche par contingence qui a été déployé à très grande échelle pour des gens qui sont bénéficiaires du médical, donc qui n'ont pas l'argent pour être sur des assurances privées, avec des incitatifs jusqu'à 100 $ en carte cardio sur 24 semaines, le comportement et l'abstinence, donc qui est testé 2 fois par semaine pendant les 12 premières semaines, puis après ça, les 12 autres semaines, une seule fois. C'est surtout un programme, je pense que c'est ça la beauté puis la brillance de ce programme-là, c'est que c'est associé à un service de soutien additionnel où il essaye de relier les patients à d'autres types de services. Donc, c'est probablement un peu avec une optique d'accrocher les gens, même si ce n'est pas officiellement dit comme ça. Ce type de programme-là étatique aux États-Unis est aussi en train d'être mis en place à Washington, en Alabama. Donc, on va pouvoir, dans les prochaines années, voir quand l'approche par contingence est déployée à grande échelle, c'est quoi les impacts. Parlons des thérapies cognitivo-comportementales. Donc, les thérapies cognitivo-comportementales, ça inclut quoi? Les thérapies cognitives, l'entraînement aux habiletés d'adaptation, la prévention de la rechute. Les principes fondamentaux de la TCC, pour ceux qui sont moins à l'aise avec ce type de thérapie-là, ça vient vraiment tenter de modifier les pensées, les émotions, les comportements. Ça repose sur l'idée que la consommation, elle est apprise, renforcée par des associations cognitives et comportementales qu'on va essayer de restructurer pour briser ce type d'association-là qu'on dit pathologique avec ces distorsions-là cognitives. Ça se déroule, ça va de 8 à 20 séances, ça va de 4 en fait à 8 séances, un des programmes qui est bien étudié, manualisé sur 4 séances avec des résultats qui sont intéressants. Puis on va vraiment faire de la psychoéducation sur les effets des stimulants, tenter d'identifier les pensées, les émotions qui précèdent l'usage. Un exemple typique, c'est justement l'association des stimulants à la performance. Je peux juste faire mes activités de la vie quotidienne. Si je consomme des stimulants, on va essayer de déconstruire ce type de pensée-là. On essaie d'amener les gens à avoir un entraînement à une tolérance à l'inconfort. On pratique des techniques de relaxation, de régulation émotionnelle. On fait tout un travail sur la prévention de la rechute. Les patients sont très actifs. Ça passe par des journaux, vraiment, là, ils ont des devoirs. On fait des jeux de rôle. Puis, quand on regarde la littérature puis des networks méta-analysés, on est capable de comparer différents types de traitements ensemble. La TCC versus le traitement usuel a un impact pas mal juste significatif au niveau méta-analytique sur la rétention à 12 semaines, la rétention en fin de traitement. Puis quand on compare ça vraiment à des traitements usuels qu'on fait dans nos programmes qui sont moins structurés, il n'y a pas vraiment de bénéfice sur l'abstinence en fin de traitement, ni lors de suivi à plus long terme. On a démontré ce genre de résultats-là dans des RCT puis des études cliniques randomisées simples, mais quand on met tout ça ensemble, ça a l'air moins clair. Pour moi, c'est très cohérent avec la neurobiologie des stimulants puis du fonctionnement de la TCC. Il faut savoir que les stimulants en termes de relargage dopaminergique, Nadine en a parlé, c'est dans les substances qui libèrent le plus de dopamine au niveau du circuit de la récompense, surtout la méthamphétamine. Puis, c'est un peu un combat inégal là, en termes de récompense pour moi, entre quelque chose qui est immédiat, rapide, dopaminergique, très concret de la consommation, versus un renforcement qui est très abstrait, différer dans le temps, d'augmenter ses capacités d'introspection, d'apprentissage, de sentiment de contrôle. Donc, pourquoi pas commencer à penser à combiner peut-être de l'approche par contingence. Au début, diminuer la consommation, qu'on intègre de la TCC quand les gens consomment moins, ont un niveau cognitif plus d'espace pour apprendre de ce qu'on peut apprendre en TCC, avoir des impacts à plus long terme. Puis je pense que c'est ce vers quoi on s'en va, puis on a des données qui soutiennent ça.
Donc, quand on regarde de l'abstinence en fin de traitement, il y a des études qui ont comparé l'approche par contingence à la TCC et ses supérieurs. Il y a aussi ce signal qui est intéressant de montrer que l'approche par contingence, en association avec la TCC, a des meilleurs résultats sur l'abstinence que la TCC seule. Vous pourriez vous dire c'est logique, c'est normal, on donne 2 choses versus une, mais non, ça c'est pas le genre de signal qu'on peut voir qu'on compare 2 interventions ensemble face à une autre. Donc, des signaux pour des combinaisons d'approches. Au niveau de combinaison d'approches, il y a le modèle Matrix aussi, qui commence à dater là, depuis plus de 20 ans, où on combine différents types d'interventions, que ce soit la psychoéducation, la TCC, les entretiens motivationnels, l'éducation à la famille, 12 étapes, structurées et plus efficaces quand c'est donné sur plus que 16 semaines, avec des effets encourageants, positifs sur l'abstinence, la réduction de la consommation pour ceux qui ne sont pas abstinents et la rétention au traitement. Ça, c'est un combo qui m'intéresse particulièrement, que j'ai appris beaucoup là, lors de cette présentation-là sur l'approche de renforcement communautaire en association avec l'approche par contingence. L'approche de renforcement communautaire, c'est aussi un type d'approche qui est basée sur le conditionnement opérant, qui est fait par des intervenants, des thérapeutes, par une analyse fonctionnelle où on vient vraiment détailler l'environnement de vie de la personne, puis on va essayer d'augmenter les renforçateurs dans son milieu. Donc là, je m'adresse aux gens du communautaire, là, c'est vraiment dans la communauté, on va essayer d'augmenter les renforçateurs relationnels, professionnels, émotionnels, pour qu'on commence à avoir plus envie d'aller vers ces renforçateurs-là que les renforçateurs de la consommation. Quand on combine ça avec l'approche par contingence, on a un impact significatif sur les taux d'abstinence, puis au plus long suivi disponible, avec des rapports de cotes qui sont intéressants, un nombre de patients à traiter, ça c'est le NNT, le Number Needed to Treat, qui est intéressant aussi, puis vraiment un signal qui est quand même fort. Cette méta-analyse-là, qui est une méta-analyse vraiment bien faite, très rigoureuse, qui est basée sur 50 études, a comme conclusion que c'est définitivement là, la combinaison la plus efficace pour le trouble lié à l'usage de stimulants, surtout pour le trouble d'usage de cocaïne. Il y a d'autres approches. On va parler avec le Dr Bertrand bientôt de réduction des méfaits. Il y a des choses spécifiques aux stimulants, que ce soit la dentition, puis toute l'hygiène urobuccale, la nutrition pour nos patients qui sont très dénutris avec les stimulants. Il y a l'entretien motivationnel aussi qui a été étudié, le drug counseling, le case management pour nos populations qui sont un peu plus SDF, l'approche sensible au trauma, les interventions brèves. Donc, message clé avant qu'on parle de pharmaco. La gestion des contingences devrait constituer un élément central du plan de traitement. C'est ce que nos lignes directrices américaines disent, en combinaison avec d'autres approches psychosociales, puis que les 3 interventions qui ont le plus d'évidence à les combiner à l'approche par contingence seraient l'approche de renforcement communautaire, la thérapie cognitivo-comportementale et le modèle Matrix. Bon, on va parler de pilules. Donc, c'est pas compliqué, tout a été essayé. Vous pensez à la pharmacopée moderne. Oh, là, désolé. Ça m'anime. Donc, vous parlez de la pharmacopée moderne, tous les antidépresseurs, tous les stabilisateurs de l'humeur, les antipsychotiques, les agonistes dopaminergiques, donc le pramipexole, le levodopa, les psychostimulants, tout a été essayé. Puis effectivement, dans ce désir de trouver quelque chose qui aide, parce que les données sont très faibles, puis on peine à trouver là, des signaux positifs sur qu'est-ce que la pharmaco fait vraiment au niveau du trouble d'usage de stimulants. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est en 2e intention pour nos patients qui ont échoué les approches psychosociales, qui sont les premières lignes, que le traitement pharmacothérapeutique n'est pas un traitement en tant que tel, qu'on devrait vraiment le combiner dans une approche qui est globale. Donc, juste prescrire des psychostimulants dans une approche, dans une absence d'approche intégrée ne fait pas beaucoup de sens. Au niveau des points généraux, il n'y a aucun traitement qui est approuvé. La qualité des données, elle est faible, voire très faible. C'est organisé selon le type de substance. Donc, pour les prescripteurs, il faut séparer ce qui est trouble d'usage de cocaïne versus trouble d'usage d'amphétamine. Puis les lignes directrices de la SAM que je vais vous présenter, puis les méta-analyses, sont étonnamment agressives compte tenu du niveau de preuve. Mais je pense que ça dénote de notre sentiment d'impuissance. On veut faire quelque chose, mais la science n'est pas vraiment là encore. Là. Puis c'est pas que la science, elle n'est pas là. Elle a été étudiée, puis les signaux ne sont pas là. Donc, il faut surveiller le fonctionnement, il faut avoir un suivi serré quand on prescrit, surtout certains types de médicaments. Donc, pour la cocaïne, ce que les lignes directrices ont sorti comme étant les molécules qui ont le plus d'évidence sont le bupropion,
le Topamax, le Topiramax, plus ou moins les sels d'amphétamine mixte, puis les psychostimulants, dont le modafinil, qui n'est pas vraiment un psychostimulant, mais qui est considéré comme un psychostimulant par toutes ses actions au niveau de la libération de la dopamine, puis les sels d'amphétamine mixte à libération prolongée. On va aller voir ça de plus près. Donc, il y a eu une revue Cochrane vraiment sur le trouble d'usage de cocaïne. Donc là, on ne parle pas du trouble d'usage d'amphétamine, on est vraiment dans le trouble d'usage de cocaïne, sur le bupropion. Le bupropion, c'est un antidépresseur avec des mécanismes de recapture de la dopamine, la norépinéphrine. C'est ce qu'on essaie de faire, là, de normaliser beaucoup les systèmes monoaminergiques, surtout la dopamine et la norépinéphrine. Puis les données probantes sont très mixtes. Là. On a des études négatives, on a des études positives. Les lignes directrices nous disent qu'on devrait y penser peut-être plus rapidement pour nos gens qui veulent arrêter le tabac, puisque le bupropion est une aide à la cessation tabagique, a des bonnes données, puis pour les troubles dépressifs. Comme Nadine l'a dit, la comorbidité de la dépression est très fréquente. Peut-être les troubles de l'humeur sont la comorbidité la plus fréquente du trouble d'usage de stimulants. Donc, ça plaît à l'esprit de se dire qu'on pourrait mettre du bupropion pour traiter un épisode dépressif, puis peut-être que ça pourrait aider au niveau du trouble d'usage. Contre-indiqué en épilepsie, en anorexie, parce que ça abaisse le seuil convulsif, puis nos patients qui consomment des stimulants sont à haut risque là, de convulsion. Donc, à garder ça en tête. Ça fait les lignes directrices basées sur cette méta-analyse-là qui démontrait qu'il y avait une abstinence prolongée qui était augmentée, une abstinence prolongée sur 3 semaines, qui avait été observée dans 2 essais randomisés avec des risques relatifs quand même intéressants. Puis, bon, un intervalle de confiance qui n'est pas très large. Donc, basé sur ça, ça fait nos lignes directrices américaines. Parlant du Topamax. Le Topamax, c'est un anticonvulsivant qui a une action au niveau des canaux, là, voltage dépendant, surtout sodique. Donc, ils vont jouer sur le GABA, sur le glutamate. Puis, là aussi, les données probantes sont très mixtes. Donc, il y a des données qui sont négatives. Il y a eu quelques essais cliniques randomisés qui ont été positifs. Puis, les lignes directrices disent qu'on devrait avoir une considération supplémentaire pour des gens qui souffrent d'un trouble d'usage d'alcool, parce que le Topamax, même si c'est hors indication, a été étudié en alcool, puis il y a plusieurs études qui ont démontré un impact positif sur la consommation d'alcool. La consommation de cocaïne et d'alcool va de pair. C'est souvent fréquent, donc y penser. Le Topamax a beaucoup d'effets secondaires, surtout des effets secondaires cognitifs qui peuvent être peu tolérés. Puis je pense que dans les risques-bénéfices, c'est pour ça qu'on ne le prescrit pas beaucoup. Encore une fois, basé sur la même méta-analyse, ce qui a fait que ça fait les lignes directrices américaines, ça a été démontré dans 2 essais cliniques randomisés qu'il y avait une abstinence qui était prolongée avec le Topamax. Parlons là, du Topamax en association avec un sel de stimulant. Les lignes directrices parlent de ça aussi. Il y a un essai clinique randomisé qui a vu un signal sur l'abstinence prolongée. Possible effet sur le craving, ce n'était pas très clair, surtout chez ceux qui consommaient plus. Donc, quand ils ont fait des analyses de sous-groupes, ils démontraient que ça pourrait être intéressant peut-être chez les gens qui ont une plus grande sévérité de leur usage. Puis encore une fois, de y penser pour nos patients qui consomment de l'alcool. On passe plus aux molécules là, de psychostimulants. Le modafinil. Si j'espère que vous allez partir d'ici en vous disant que le modafinil n'est pas vraiment un bon choix. Les données sont mixtes, mais mixtes très, très faibles. Premièrement, il y a un faible taux d'adhérence, encore plus que d'autres types de molécules dans nos études. Puis, ils disent, là, les lignes directrices, qu'on pourrait avoir une considération supplémentaire cette fois-ci pour ceux qui ne boivent pas. Parce que dans une étude multisite, qui est la plus grosse qui a étudié le modafinil, qui était sur plusieurs sites aux États-Unis, les résultats de l'essai clinique étaient négatifs, mais ils ont fait des analyses de sous-groupes, puis ont démontré qu'il y avait un impact chez ceux qui ne buvaient pas. Il faut l'éviter chez les femmes avec contraception orale, parce que ça diminue le potentiel contraceptif de nos contraceptifs oraux. Puis comme tout type de psychostimulant, faire attention avec nos patients qui ont des antécédents de psychose. Donc, cette méta-analyse-là, qu'a fait encore une fois que ça s'est hissé dans nos lignes directrices, a regardé 11 études sur 900 patients qui comparaient le modafinil au placebo. Aucun effet sur la rétention au traitement, aucun effet sur l'abstinence. C'est une méta-analyse qui est négative. Mais quand ils ont fait des analyses de sous-groupes portant sur les études qui avaient été faites aux États-Unis seulement, il y avait un petit signal. Donc, ils ont décidé de le garder, mais c'est très, très faible, là. Pas convaincant du tout. Finissons pour le trouble d'usage de cocaïne sur les psychostimulants. Donc, où ils ont vu le signal le plus important, c'est au niveau des amphétamines, donc pas au niveau des psychostimulants à base de méthylphénidate. Puis l'impact était surtout significatif au niveau du trouble d'usage de cocaïne.
Dans cette méta-analyse-là, qui est une des méta-analyses les plus citées dans toutes les lignes directrices ou les outils cliniques, qui a été fait par le groupe, là, entre autres, de Francis Levine aux États-Unis, il démontre qu'il n'y a pas d'impact des psychostimulants au niveau du trouble d'usage d'amphétamine, mais au niveau du trouble d'usage de cocaïne, il y avait un effet, avec des risques, là, un risk ratio, le RR, qui est intéressant, puis que des doses plus élevées seraient plus efficaces. Ça, ce signal-là revient dans plusieurs études qu'à doses plus élevées, il semble avoir une meilleure réponse. Une augmentation aussi au niveau du pourcentage des tests urinaires négatifs. Puis comme tout type de psychostimulant qu'on prescrirait dans ce contexte-là, il faut une importance du suivi de prescription sécuritaire. C'est généralement des courtes durées, là. Les servitudes sont fréquentes, puis c'est vraiment basé sur des objectifs fonctionnels, là. Du moins, quand moi je vais prescrire un psychostimulant, il faut que ça soit clair sur quoi on travaille. Il faut vraiment qu'il y ait un cadre autour de cette prescription-là. Parlons du trouble d'usage d'amphétamine. Là, vous voyez, les molécules ne sont pas les mêmes. Il y en a qu'on croise, puis il y en a des différentes. Donc, le bupropion revient, la combinaison bupropion-naltrexone, le Topamax et là encore, la mirtazapine pour le trouble d'usage, encore une fois, d'amphétamine, ça a été étudié, pas dans le trouble d'usage de cocaïne, puis le méthylphénidate, contrairement au sel d'amphétamine. Donc, il faut faire attention, on ne met pas tout ça ensemble parce que les données sont différentes. Donc, le bupropion, il y a plusieurs méta-analyses qui ont été faites qui démontrent une efficacité, là, un signal qui était négatif en trouble d'usage d'amphétamine. Donc, le signal est surtout positif au niveau du trouble d'usage de cocaïne. Puis, avec des analyses de sous-groupes, on voyait que ça serait peut-être utile au niveau de l'abstinence pour les gens qui avaient une bonne adhérence, puis les consommateurs moins fréquents, moins de 18 jours par mois. Ce 18 jours n'est pas trop clair pourquoi. Je pense qu'on cherche là, que ça marche. Donc, pour les gens qui consomment moins de 18 jours, qui sont gauchers, véganes de week-end, peut-être que le bupropion pourrait marcher. Donc, une considération additionnelle pour les patients avec trouble d'usage de tabac et trouble dépressif. Le bupropion, nouvelle méta-analyse du groupe de Didier, ici, où dans leur méta-analyse, il y avait 2 essais de plus que dans les autres, parce qu'il y avait les études de Trivedi que je vais vous présenter, qui avaient été publiées, qui ont démontré une réduction de l'usage, encore plus si c'était pris pendant 12 semaines, ce qui fait quand même du sens avec le bupropion qui prend un certain temps au niveau de modifier la neurotransmission, puis des diminutions de craving en fin de traitement, puis une amélioration de l'adhérence au traitement. Parlons du bupropion plus naltrexone. Donc, le bupropion, on voyait un petit signal en trouble d'usage d'amphétamine. La naltrexone aussi, il y avait des études qui avaient été faites en Scandinavie qui montraient quand même qu'il pouvait avoir un impact au niveau méthamphétamine. Pourquoi pas les mettre ensemble? C'est ce que ce groupe-là a fait, de combiner le bupropion avec la naltrexone longue action, qu'on n'a pas au Canada, qu'on n'a pas dans beaucoup de places dans le monde, mais que les Américains ont. Donc, c'est une injection d'habitude aux 4 semaines. Dans cette étude-là, c'était aux 3 semaines, parce qu'ils ne voulaient pas que les niveaux baissent. Mais quand c'est prescrit pour l'alcool, par exemple, c'est aux 4 semaines. Avec des données probantes qui sont limitées. Là. On parle vraiment d'une grosse étude, qui est celle qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine, mais qui a eu un impact sur la pratique aux États-Unis extrêmement important. J'ai fait mon fellow il n'y a pas longtemps, j'étais là en 2023, c'est juste ça qu'on prescrivait. Le Vivitrol avec le bupropion, on avait même des prescriptions pré-remplies quand on était dans nos services de consultation de liaison dans les hôpitaux puis dans les services externes. Donc, basé sur cette étude-là, ça a vraiment beaucoup changé la pratique aux États-Unis. Le résultat principal de l'étude est un peu obscur pour moi, là. C'est difficile à faire des corrélats cliniques. Il fallait qu'on regarde 3 tests urinaires négatifs sur 4 à la fin de chaque phase. Il y avait 2 phases de 6 semaines, puis la fin de ces phases-là était de 2 semaines. Puis effectivement, il y avait un plus grand pourcentage dans le groupe naltrexone-bupropion que dans le groupe placebo qui a obtenu ce résultat-là de 3 tests urinaires sur 4. On le considère pour nos gens qui ont un trouble d'usage ROH à cause de la naltrexone, qui a beaucoup d'évidence en alcool, le trouble d'usage de tabac, encore une fois avec le bupropion, ou les troubles dépressifs. Il y a toute une réflexion de la SAM là, sur la forme orale de la naltrexone, en disant oui, on sait que il y a beaucoup de pays qui n'ont pas la forme à longue durée d'action, mais on ne voit pas pourquoi ça marcherait moins de le prendre de façon orale. Puis il y a une étude d'ailleurs que nos collègues là, en Australie sont en train de faire avec j'ai cru comprendre un comprimé combinant les deux. Mais effectivement, si l'adhérence est bonne, les signaux devraient être les mêmes, mais on sait qu'on a des gros problèmes d'adhérence au niveau pharmacologique dans nos troubles d'usage de stimulants. On continue, on a bientôt fini, restez avec moi. Donc,
on parle du Topamax, 2 essais cliniques randomisés qui ont été positifs, mais l'essai clinique randomisé le plus rigoureux, multisite, avec le plus de participants, a été négatif. Il y avait un petit signal au niveau de gens qui étaient abstinents en début de l'essai clinique, qui sont plus restés abstinents. Puis ceux qui rejetaient avaient des réductions au niveau de la consommation. Une considération, encore une fois, spéciale pour ceux qui ont un trouble d'usage de la ROAS, c'est ce que les lignes directrices américaines disent aux cliniciens de réfléchir. La mirtazapine. Donc, la mirtazapine a été étudiée dans 2 essais cliniques randomisés, des petits groupes par le même groupe de chercheurs, où, bon, la mirtazapine, c'est un agoniste-antagoniste mixte monoaminergique qui va jouer sur la norépinéphrine, la sérotonine, puis éventuellement sur la dopamine, mais à plus petit impact, puis qui a démontré là, une augmentation, en fait une réduction de la consommation à travers le traitement. Puis les 2 essais dans des populations très spécifiques d'hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Puis on a parlé de tout cet impact sur le sommeil. Il y avait un impact positif sur le sommeil. La mirtazapine est très sédationnant. Il faut quand même se rappeler que nos consommateurs de stimulants consomment pour l'effet stimulateur, euphorisant qui éveille. Ça, c'est très sédationnant. Donc, il y a des enjeux de tolérabilité, c'est sûr. Puis, il y avait un signal potentiellement sur une réduction des comportements sexuels à risque, qui est intéressant. Puis, ils disent d'avoir une considération spéciale pour les patients avec troubles de l'humeur parce que ça reste un antidépresseur avec beaucoup, beaucoup de données pour la dépression. Quand on regarde les données, vous pouvez voir vraiment là, que les 2 groupes se suivaient beaucoup jusqu'au peut-être 10, semaine 10, 12, où là, peut-être qu'on pourrait se dire à un niveau mécanistique que la mirtazapine a son effet au niveau neurotransmetteur, puis c'est vraiment là que les groupes ont commencé à se séparer. Donc, on finit avec les psychostimulants. Bien, écoutez, les multiples méta-analyses qui ont été faites là, en troubles d'usage d'amphétamine, méthamphétamine sont négatives. On n'a pas d'effet sur l'abstinence, on n'a pas d'effet sur la réduction de la consommation, on n'a pas d'effet sur la rétention au traitement. Ça a été étudié, ça a été répliqué. Puis ça, c'est quand on met tous les essais sur la dexédrine, peu importe le type de stimulant ensemble. On a par contre un petit signal dans un sous-groupe au niveau du méthylphénidate qui aurait un effet là, d'augmenter un peu l'abstinence puis réduire l'usage, surtout dans 2 essais cliniques. Puis ça a été répliqué par le groupe de Didier ici, ou des données plus récentes là, qui sont arrivées alors que les lignes directrices étaient déjà faites, donc ce n'est pas cité, mais c'est intéressant à regarder, où cette méta-analyse-là a mis ensemble 10 essais randomisés, 7 études qui étaient sur le méthylphénidate, 3 sur la dextroamphétamine. Puis, il y a une réduction globale qui était juste sur le craving, quand on mettait tous les psychostimulants ensemble, mais quand on regardait le méthylphénidate spécifiquement, il semblait là, avoir un impact sur la réduction des tests urinaires positifs. Il y avait aussi ce même signal qu'à dose plus élevée, il semblerait avoir une réduction aussi au niveau des tests urinaires positifs, puis à la rétention au traitement. Donc, je pense qu'il y a un important message à se rappeler ici. Tous les guides de pratique recommandent des psychostimulants à action prolongée, autant au niveau des amphétamines que du méthylphénidate. Puis je pense qu'on aura la journée, le cocktail pour parler de ça, mais je veux juste le rappeler. Donc, des points de réflexion. Je pense que les psychostimulants ne sont pas des traitements agonistes. Je pense qu'il faut qu'on arrête de dire ça, puis je pense que ça dépasse la sémantique, là. Il y a des grandes différences là. Avec le trouble d'usage d'opioïdes, de tabac, de nicotine, on essaie de saturer des récepteurs. On vient agoniser des récepteurs. Donc, la molécule vient de se fixer sur le récepteur pour avoir son action, où on va recréer une homéostasie de neurotransmetteurs, stabiliser un système qui est débalancé. Ce n'est pas du tout la même chose que d'augmenter une neurotransmission dopaminergique. D'ailleurs, les traitements agonistes dopaminergiques, comme le pramipexole, ont été étudiés, ne marchent pas. Puis je ne mettrai pas, moi, du pramipexole chez mes utilisateurs de stimulants, c'est pas mal clair. Est-ce que les psychostimulants sont de l'approvisionnement plus sécuritaire? Non plus. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention avec nos termes. C'est très différent de ce qui s'est passé avec les opioïdes. Cette pratique-là qui est survenue dans un état d'urgence publique, avec la COVID, avec énormément de contamination au fentanyl, puis des crises de mortalité, c'est pas ça les stimulants. On a des données probantes, on a des essais cliniques multiples, la majorité négative depuis plus de 30 ans. Il y a un cadre théorique mécanistique aussi. On les utilise pour essayer de rechanger des anomalies de connectivité
neuronales, des altérations au niveau de la neurotransmission. Puis je pense qu'il faut les conceptualiser comme des aides pour amener les gens à diminuer, arrêter, mais surtout bénéficier de nos traitements psychosociaux. On a même des études qui montrent ça, que quand on donne des psychostimulants, ça peut venir renormaliser certaines activités au niveau du cortex cingulaire antérieur, le cortex préfrontal. Ça pourrait normaliser des tâches émotionnelles, normaliser au niveau des tâches de salience, diminuer l'impulsivité, mais c'est vraiment dans un but où on met ça dans un contexte intégratif, holistique. Il y a une étude en cours ici, très excitant, pan-canadienne, ASCMI, encore une fois avec le groupe de Didier, où on va combiner du vivance à haute dose avec une approche par contingence, en synergie ou pas, puis on va pouvoir vraiment évaluer cette combinaison-là de pharmaco avec des approches psychosociales. Je vous remercie. C'est un survol très rapide d'un domaine qui est à la fois étudié depuis longtemps puis en pleine émergence. J'espère que je ne vous ai pas perdu, puis merci pour votre attention. Merci.